Diable Jump. Avant que cette vidéo ne commence, gardez cette image en tête. Si vous avez le tome 27 près de vous, eh bien prenez-le. L'image de couverture de ce tome sera l'un des éléments principaux de cette théorie. Alors les amis, comment allez-vous? Êtes-vous prêts pour découvrir une théorie dont sûrement moins d'1% d'entre vous y ont déjà pensé? Pour être absolument transparent, je n'étais pas parti de ce pourcentage. Je pense que je n'aurais jamais eu la décence d'y penser. C'est Flying Panda le créateur de cette théorie. Vous savez que je déteste plus que tout ceux qui s'approprient le taf des autres. Et je vais bien évidemment pas m'approprier la théorie de Flying Panda. En plus, on entretient une bonne relation tous les deux, donc je vous laisse le lien de sa vidéo en description. Sachez malgré tout que j'ai rajouté des nouveaux éléments qui n'étaient pas dans la théorie d'origine, afin de la compléter et lui donner une crédibilité supplémentaire. Bon alors, comme vous l'avez sûrement deviné dans le titre, je vais aujourd'hui vous parler des origines de la lignée de la famille des Monkey D. D'ailleurs, c'est Dragon en particulier qui sera au centre de la théorie. Oui, car finalement, même si on ne connaît rien des membres de cette famille, c'est sûrement Dragon qui intéresse le plus les lecteurs. Quel est son pouvoir? D'où tient-il ses motivations? Qui était sa femme, la mère de Luffy? Si je vous dis que toutes les réponses à ces questions, absolument toutes, seraient peut-être devant nos yeux depuis l'arc de Skypiea. Que Monkey D. Dragon serait un des descendants de Shandia, ces guerriers à l'histoire vieille comme le monde et qui ont mené une lutte sans merci face à Ener et ses hommes. Non seulement Dragon, mais aussi sa femme, la mère de Luffy, seraient en réalité des descendants de Shandia. La théorie de Flying Panda ne va malheureusement pas vraiment plus loin dans les détails, donc maintenant je vais la combler comme il se doit. Ne commençons pas à partir dans tous les sens, je vais d'abord mettre en place les éléments de la théorie et uniquement une fois cela fait, je vous expliquerai tout en détail. Reprenons l'histoire depuis le début, depuis vraiment le tout début. Dans le chapitre 0, présent dans le databook Blue Deep, nous pouvons apercevoir un bon nombre de personnages une vingtaine d'années avant l'histoire actuelle. Crocodile, Doflamingo, Shanks, Mihawk et surtout Dragon étaient de la partie et ont assisté à l'exécution du grand Goldie Roger. Bien évidemment, c'est Dragon qui va nous intéresser à ce moment-là, déjà car ses apparitions se comptent sur les doigts d'une main et sont toujours très remarquées, et ensuite car son physique a quelque peu changé en 20 ans. Effectivement, ces tatouages n'étaient pas présents 20 ans avant, ce qui nous laisse supposer qu'ils possèdent une véritable signification et qu'ils ont été faits suite à un événement particulier. Ah ben oui, il faut dire que le seul réel signe distinctif chez Dragon, c'est son tatouage tribal. Étant donné que ce tatouage est apparu à un moment précis de l'histoire, c'est-à-dire après l'exécution de Roger sans doute, il est normal de s'y intéresser. Et si on s'y intéresse un peu plus, justement, on remarque que le seul peuple à posséder un ou plusieurs tatouages tribaux sur le visage sont les Shandia. Il s'agit déjà d'une piste, et bien qu'elle soit encore petite, elle peut nous orienter vers différentes voies plus concrètes et exploitables. Et vous vous doutez bien que c'est ce qui va arriver. Les guerriers de Shandia, tels que Wiper et Kalgara, pour les plus connus d'entre eux, possèdent de nombreux tatouages sur le corps et bien plus encore. Difficile de connaître la véritable raison de ces tatouages, je pense qu'il s'agit surtout d'une marque afin de distinguer les guerriers et leur prouesse au combat telles le faisaient certaines tribus indiennes. Les tatouages étaient aussi faits pour un usage plus mystique, comme une protection divine, un éveil d'un pouvoir ou d'une connaissance. Il peut s'agir d'une preuve de sagesse ou d'un désir d'intimider l'ennemi. Et là commence le vrai lien. Le tatouage de Monkey D. Dragon est typiquement un des tatouages que l'on peut assigner à la culture amérindienne comme vous pouvez le voir sur cette image. En le modifiant légèrement, vous retrouverez exactement le symbole gravé sur le visage de Dragon. Le symbole des montagnes me semble par exemple être la référence parfaite au peuple amérindien de la part d'Oda. C'est celui qui m'a direct attiré l'œil lorsque je cherchais des symboles similaires à ceux de Dragon. Regardez la ressemblance entre les deux lorsque je double le symbole des montagnes, c'est assez incroyable non? Surtout que j'ai encore une petite hypothèse à propos de la signification de la double montagne, mais je vous la divulguerai plus loin dans la vidéo. Je trouve donc déjà ce point assez surprenant, sachant que les Shandia sont une référence aux Amérindiens qui ont vu leur terre et peuple se faire coloniser par les Blancs. Leur histoire est faite pour nous rappeler cette sombre période de notre monde, d'autant plus que même la ressemblance est poussée jusqu'au tipi qui leur sert d'habitation. Petit fait intéressant, on retrouve le symbole de la montagne sur certains tipis du peuple Shandia. Bon ok, mais c'est tout? Le seul lien entre Dragon et les Shandia sont les tatouages? Non les gars, les ressemblances et similarités sont vraiment nombreuses, même sur le plan physique en général d'ailleurs. Dragon a un teint de peau mat, bien plus que celui de son fils, et il est extrêmement similaire au teint de Wiper si on prend ce personnage en comparaison. Attention, je dis pas que tous les personnages avec un teint plus mat que les autres ont forcément des origines de Shandia, c'est surtout un ensemble de faits qui rendent la coïncidence troublante pour Dragon. Pour continuer avec Wiper, il y a aussi leur implantation de cheveux qui, une fois de plus, sont semblables, bien que ce ne soit pas un élément des plus notables. Non, le plus notable dans tout ça est le parallélisme dans leur motivation. En effet, les Shandia incarnent l'un des premiers mouvements rebelles et révolutionnaires en se dressant face au dieu Ener. Et du côté de Dragon, il est à la tête du projet des révolutionnaires visant à faire tomber les Tenryubito qui se considèrent comme les dieux du monde. D'ailleurs, comme nous l'a expliqué Corazon, les Dits sont les ennemis naturels des dieux, et Dragon possède lui aussi un Dit
le dressant naturellement face aux dieux. Bon, prenons un peu de recul et voyons ce que nous avons pour l'instant. Dragon possède un tatouage à la tribu des Shandia, il n'y a quasiment aucun doute là-dessus. Il a de nombreux traits physiques similaires au guerrier Shandia Wiper, qui est celui qui a représenté son peuple durant l'intégralité de l'arc Skypiea. Les deux se battent aussi pour libérer leur peuple d'un autoproclamé dieu. Pour les Shandia, il s'agit d'Ener, et pour Dragon et le peuple de la mer bleue, il s'agit des dragons célestes. Pour des personnages qui n'ont a priori aucun lien, on cumule quand même pas mal d'éléments qui appuient cette théorie. Comme je l'ai expliqué plus tôt, maintenant que j'ai mis en place les éléments principaux de cette théorie, je vais la détailler entièrement et tout prendra forme. Une chose qui doit vous tracasser depuis le début de cette théorie, c'est que Garp est aussi censé être un Shandia si Dragon en est un des descendants. Sauf que non, et c'est là qu'apparaît quelques subtilités qui changent toute la théorie et l'histoire. D'après moi, il s'agit de la femme de Garp, donc la mère de Dragon, qui était une Shandia. Après s'être rendue sur les îles célestes pour X raisons, Garp tomba amoureux de cette femme et elle tomba enceinte. Cependant, elle souhaitait voir de ses propres yeux la mer bleue. Tout comme son fils Dragon et son petit-fils Luffy, elle possédait déjà un certain sens de l'aventure et de liberté, pas comme Garp qui était entêté à rester dans la marine. Elle a donc accompagné Garp sur la mer bleue et s'installera au royaume de Goa après avoir un peu voyagé avec lui pour donner naissance à Dragon. Ça expliquerait, entre autres, pourquoi Garp ramène Luffy et Ace au royaume de Goa, car c'est ici que Dragon a grandi et que c'était la dernière demeure de sa femme. Aucune idée de ce qu'elle est devenue, mais j'aurais tendance à dire qu'elle est décédée en donnant naissance à Dragon. C'est d'ailleurs maintenant que le père de Luffy entre en scène. Ce dernier a donc 50% de sang chandien qui coule en lui, ce qui ne suffit pas à lui faire pousser dans le dos les ailes caractéristiques du peuple céleste. Les années passent et Dragon tient de moins en moins en place. Après avoir écouté les récits des aventures de son père et de ses véritables origines chandiennes, Dragon veut lui aussi explorer le monde et se rendre sur les îles célestes aux dépens de Garp qui voulait le voir rejoindre la marine. Dragon prend donc la mer à 17 ans, comme Luffy. Cependant, son périple n'est pas des plus habituels. Dragon a pu voir de ses propres yeux la corruption de ce monde par les Tenryubito. Il a très vite compris que quelque chose ne tournait pas rond, ce qui a vu naître chez lui une haine croissante envers les dirigeants du monde. Son voyage l'amena donc sur les îles célestes, où vivait une partie de ses origines. Ce qu'il y découvra n'a fait que confirmer son dégoût pour le gouvernement mondial. Shandora a été attaqué par le gouvernement à la période du siècle oublié, il y a 800 ans, afin de s'emparer du poneglyphe et donc cacher la véritable histoire du monde. C'est ici qu'il a compris le plan du gouvernement mondial, qui était de cacher la véritable histoire du siècle oublié, simplement pour ne pas donner une mauvaise image aux citoyens. Dragon eut donc la conviction de rétablir la vérité, de faire chuter le gouvernement mondial et de les punir pour tous les crimes commis. C'est ainsi que débuta son mouvement révolutionnaire. Tout comme son père Garp, Dragon serait tombé amoureux d'une femme de la tribu des Shandia, et elle l'aurait suivi, vous vous doutez bien qu'il s'agit de la mère de Luffy. Elle aussi aurait suivi Dragon dans sa croisade contre le gouvernement mondial et aurait recruté avec lui les premiers membres fondateurs de l'armée révolutionnaire. Après, la suite reste encore floue pour moi car de nombreux scénarios sont envisageables. Est-elle morte en donnant naissance à Luffy ? En étant tuée par un Tenryubito ou est-elle simplement encore vivante à quelque part? Personnellement, je suis sûr qu'un passé tragique se cache derrière Dragon et Luffy à propos de cette femme. Tout comme Dragon, soit Luffy n'a pas eu d'elle quand il est venu au monde, soit elles ont été arrachées à la naissance pour éviter qu'il soit la proie des marchands d'esclaves qui voudraient vendre des espèces exotiques, comme on l'a vu sur l'archipel Sabaody. C'est là que rentre en scène l'image de couverture du tome 27 que je vous avais demandé de ne pas oublier en début de vidéo. On y voit Luffy en premier plan avec des ailes de Shandia et un œil fermé. À propos des ailes, il est clair qu'il s'agit de celles des Shandia. Les ailes de Bilkan sont beaucoup plus grosses et grandes, tandis que celles des Skypieiens sont plus courtes et moins nombreuses. La différence est subtile mais présente malgré tout. Bon après pour l'œil fermé, il n'y a sûrement pas de signification particulière, mais je me disais que ça pouvait différencier les deux origines de Luffy. En gros, une moitié humaine et une moitié d'origine céleste, mais pour le coup ça me paraît pas assez explicite pour développer le sujet. On en revient à la théorie du tatouage de dragon que je vous avais teasé un peu plus tôt. Un peu à la façon de ce que j'évoquais pour Luffy, un côté du tatouage représenterait le gouvernement mondial et les Tenryubito ainsi que leur contrôle sur le monde, tandis que l'autre côté représenterait les citoyens et le mouvement révolutionnaire. Les trois points au milieu peuvent représenter les trois armes antiques et leur importance dans le futur de l'histoire. Contrairement à l'explication de Luffy et son œil fermé, je trouve que le tatouage de dragon aurait une signification bien plus belle et profonde. J'ai d'ailleurs remarqué quelque chose d'intéressant chez Wiper et son tatouage qui peut aussi être remarqué chez Dragon. En effet, Wiper obtient de nouveaux tatouages au fil des années comme on peut le constater ici. Si Dragon n'avait pas de tatouage dans le chapitre 0, c'est sûrement car il n'avait pas encore visité les îles célestes. Il venait tout juste d'entreprendre son voyage et c'est uniquement que par la suite, en arrivant dans la tribu Shandia, qu'on lui fera ce tatouage sur le visage. Ça rentre parfaitement dans la théorie car Luffy n'était pas encore né au moment du chapitre 0, donc pour l'instant il n'y a aucune incohérence. Tenez, j'ai encore deux petits éléments tirés par les cheveux mais qui vont encore dans le sens de ma théorie. Vous vous souvenez de la casquette au visage de chien qu'arborait Garp au début de l'histoire? Elle ne vous fait penser à rien? Si je vous montre le visuel des chefs Shandia, ça vous rafraîchit la mémoire? Et oui, effectivement c'est troublant. Comme je le disais dans la théorie, la femme de Garp viendrait de la tribu des Shandia aussi, et peut-être que Garp portait cette casquette pour honorer le chef de cette tribu, soit parce qu'il a épousé sa fille, soit pour une autre raison. C'est peut-être qu'un pur hasard d'ailleurs. Et pour l'autre élément dont je vous parlais, eh bien vous allez voir que le hasard fait très bien les choses malgré tout. Hidekatsu Shibata, le doubleur prêtant sa voix à Monkey D. Dragon, aussi appelé Seiyu dans le jargon, fait aussi la voix de Kalgara.
le grand héros de la tribu Chandia. Alors oui, ça vaut ce que ça vaut, surtout que l'anime de One Piece n'est pas une base fiable pour les théories. Cependant, je trouve que ce petit détail allait parfaitement bien avec tous les autres détails que j'ai pu émettre depuis le début de cette vidéo. Et oui, que vous le vouliez ou non, que vous soyez d'accord ou pas, de nombreux détails collent parfaitement dans cette théorie pour la rendre crédible. Certes, il s'agit une fois de plus que d'une question d'interprétation, mais je suis certain que vous êtes clairement assez ouvert d'esprit pour comprendre et réfléchir sur une théorie pareille. Personnellement, je ne vous proposerai pas une théorie dans laquelle je ne crois pas, et depuis le temps que je fais des vidéos et des théories sur One Piece, je sais discerner un minimum les bonnes et mauvaises théories, et celle-ci ne fait clairement pas partie de la catégorie des mauvaises. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu les bros, elle m'a demandé beaucoup de travail, mais c'était une des théories qui m'a procuré le plus de plaisir à écrire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée les bros, n'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peace.